L'Econocast est un podcast Geekzone rendu possible par le généreux soutien de nos abonnés Patreon. Si vous aussi vous souhaitez soutenir la production de nos podcasts, rendez-vous sur patreon.com/geekzonefr. Merci. Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 16e épisode de l'Econocast, votre rendez-vous semi-régulier, on va dire, qu'on vous propose avec Mickaël Vincent pour parler finance et économie. Salut Mickaël. Salut Faskil, bonjour à toutes et à tous. On va parler cette fois-ci du Green Deal parce qu'on se rapproche un peu des élections européennes, là, tout doucement, même très vite en fait. Ouais, moins de 15 jours. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc, le Green Deal, c'est quand même ce qui a marqué un peu la mandature qui vient de se terminer. Donc, on va faire le point. Il y a eu aussi une mobilisation récemment des agriculteurs à Bruxelles et puis pas qu'à Bruxelles d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Même. Ah aujourd'hui, ok, voilà. On les a à peu près tous les mois en ce moment. Donc, on va parler du Green Deal ou du Green New Deal ou du Pacte Vert. Alors, il y a une définition qui nous vient de Wikipédia. Vous savez que la tradition, c'est d'abord une petite définition un peu scolaire et puis après, on creuse tout ça. La définition pour le Green Deal, c'est le Pacte Vert, donc pour l'Europe, en anglais European Green Deal, est un ensemble d'initiatives politiques proposées par la Commission européenne dans le but primordial de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. Alors, cette définition, elle vient de Wikipédia. La Commission européenne a une définition peut-être un petit peu différente, ou en tout cas plus poussée, on va dire. Oui, quand même, ils essaient de faire un petit peu le marketing de leur proposition, c'est normal, pour un petit peu dessiner les axes privilégiés. C'est effectivement, donc le but primordial de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050, donc la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre, plus particulièrement. La Commission met aussi en avant une croissance économique dissociée de l'utilisation des ressources. Alors c'est intéressant de voir aussi souligner la croissance économique, alors que par rapport aux défis climatiques, certains parlent aussi de décroissance. Donc on voit quand même, il y a une petite tonalité, une petite couleur dans ce qui est indiqué, et puis que personne ne soit laissé de côté. Donc là c'est plus pour ne pas dire faire du social, mais tout en l'indiquant qu'il y a effectivement une question d'acceptabilité de ces propositions et évidemment un aspect redistributif qu'il faut pas négliger quand il s'agit de la nécessaire transition et surtout du besoin de sortir de certains usages qui sont, on le sait parfois, un peu compliqués. Puis bien évidemment, c'est pour ça qu'on en parle dans l'Econocast, bien sûr, l'économie, la finance, c'est le nerf de la guerre. Les milliards d'investissements des différents plans et du budget européen qui sont investis là-dedans, on reverra un petit peu plus dans le détail. Et peut-être pour terminer sur un chiffre qu'il faut retenir, c'est déjà l'objectif de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici à 2030, donc dans à peu près 5 ans, par rapport au niveau de 1990. Donc bien évidemment, on ne sera pas exhaustif, mais on va aller un petit peu plus dans le détail, mais on voit déjà un petit peu la boussole qui se fixe, donc l'économie, la croissance, on a vu aussi le volet social, le financement, et puis on verra aussi ce qui manque. Alors ça vient d'où cette idée de Green New Deal européen ? Alors si on reprend les choses dans l'ordre, le terme Green Deal a été utilisé pour la première fois en 2007 par Thomas Friedman, qui est un journaliste américain engagé dans son livre qui s'appelle Why We Need a Green Revolution. Pourquoi avons-nous besoin d'une révolution verte ? Donc ça, c'est plutôt pour le champ des idées. Il y a quand même eu aussi un Green Deal britannique en 2013. C'était un programme qui encourageait les propriétaires à améliorer l'efficacité énergétique des logements en proposant des prêts un petit peu comme MaPrimeRénov' en France. Mais ça n'a pas trop marché, ça a été abandonné en 2015. Puis de retour aux États-Unis avec le Green New Deal, donc cette fois-ci un package de propositions politiques visant à la fois la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi d'atteindre d'autres objectifs sociaux tels que la création d'emplois, la croissance économique ou la réduction des inégalités économiques. Voilà, une expression qu'on pourrait traduire par nouveau pacte vert. C'est une idée qui avait été relancée par une proposition de la députée Alexandria Ocasio-Cortez, souvenez-vous, lors de la campagne de 2018 et lors de son accession au Congrès en 2019. Donc l'objectif aussi, un petit peu à l'image du volet européen, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre un net zéro d'ici 2030. Bon, bien évidemment, il n'y a pas eu de Green New Deal à proprement parler aux États-Unis, mais l'idée avait été lancée lors de cette campagne, de ce programme ambitieux, qui a au moins eu le mérite d'en inspirer d'autres. Alors dans Green New Deal, il y a New Deal, et New Deal, j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé en fait.
Alors effectivement, c'est vrai que si on regarde le Green Deal, il y a des aspirations qu'on vient de citer, mais au départ, dans Green New Deal, il y a New Deal. Donc encore une fois, une inspiration américaine. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse. Il y a beaucoup de rappels comme ça à l'imaginaire américain dans ce Green Deal aussi en Europe, parce que Ursula von der Leyen, quand elle est arrivée à la tête de la Commission européenne en 2019 avec sa proposition de pacte vert, elle a expliqué que c'était un man on the moon moment. Donc voilà, référence comme ça à l'alunissage. Donc encore une fois, référence américaine. La BCE récemment, quand ils ont parlé aussi de ce besoin de faire une transition écologique, ils ont parlé de failing to plan is planning to fail, et c'est une expression au départ qui a été popularisée par Benjamin Franklin. Donc on est vraiment sur, puis même le simple fait de parler de Green Deal, alors que effectivement ça avait commencé un petit peu sous l'inspiration d'Ocasio-Cortez aux États-Unis notamment, mais voilà, derrière ça il y a le New Deal, le New Deal de Franklin Roosevelt. Je vais pas aller trop dans le détail, je crois qu'on en a parlé un petit peu dans le premier épisode de l'Econocast, le tout premier sur le PIB, notamment pour expliquer que effectivement l'apparition du PIB était un petit peu concomitante avec, en tout cas sa popularisation était un peu concomitante avec l'apparition du New Deal, pour avoir un petit peu une KPI, comme on dit dans la Startup Nation, en tout cas une manière un petit peu de voir un petit peu de se fixer un objectif et de voir si cet objectif est réalisé ou pas. Ce qui pose d'ailleurs, du coup, à mon avis, une autre question sur le Green New Deal, c'est la question des objectifs qu'on se fixe, des boussoles, et donc de voir si la boussole croissance, la boussole PIB est la bonne boussole pour juger du succès ou non du Green Deal européen, mais effectivement il y a un parallèle. Donc le New Deal de Roosevelt, c'était après la crise boursière de 1929, c'était un plan très très ambitieux pour essayer de lutter contre la pauvreté généralisée et le chômage massif. Donc il y avait quand même cet objectif déjà de plein emploi et d'investissement massif. Donc le Green New Deal américain s'inspire de ça aussi, dans l'objectif d'avoir un grand volet social, d'avoir un objectif de plein emploi, et effectivement de mettre beaucoup d'argent public sur la table pour alimenter ces nouveaux jobs, qui seraient du coup ciblés sur le besoin d'énergie renouvelable et d'infrastructures vertes. Et ce qui est d'ailleurs une petite différence avec le Green Deal européen, qui certes a un objectif social quelque part, mais aussi d'investissement, mais pas forcément spécialement de plein emploi ou de job vert pour tous, qui est plus présent dans le volet américain. Alors, il y avait des slogans tout à l'heure, on est un peu dans le domaine du marketing quand même avec ce Green New Deal là. Oui, vachement dans le marketing, effectivement. C'est vrai que c'est une mode qui a inspiré l'Europe. Je pense qu'il faut se remettre dans le contexte de l'élection européenne de 2019. En 2018-2019, il y a une nouvelle mode qui émerge, une bonne mode à mon sens, c'est celle des marches pour le climat. Beaucoup de mobilisation sur le sujet climatique dans la rue. On voit émerger la figure de Greta Thunberg aussi. Et puis on sort aussi finalement ces élections de 2019, c'est les premières élections européennes depuis les accords de Paris, la fameuse COP21, où tous les Européens se sont engagés aussi à mettre en place des investissements et de mettre en place un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis non seulement une petite percée de la participation, mais aussi un record de députés écolos. Alors ils ont fait 11%, c'est pas non plus énorme, ils n'étaient pas majoritaires, mais c'était beaucoup plus que d'habitude, donc ça a au moins teinté le début du mandat de la Commission européenne. Parce que effectivement, oui, donc ce ne sont pas les Verts ou la gauche qui est arrivée majoritaire au Parlement européen en 2019, c'est bien la droite des conservateurs qui sont arrivés avec la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, mais c'est elle qui a proposé ça malgré tout. Donc pour qu'une majorité de droite se retrouve à être inspirée par un pacte vert, c'est bien qu'il y avait quand même un effet marketing aussi derrière ça. Et quoi, du coup, tout ça se résume finalement à un pacte entre les différents partis alors ? C'est un peu l'impression que ça donne, mais en fait, pas tout à fait. Clairement, quand on dit Green Deal, la notion de deal ou de pacte vert, il y a quand même l'impression que c'est un truc qui a été topé entre les différents partis, tout le monde est d'accord, etc. Et en fait, en réalité, on s'est aperçu ces 5 dernières années quand même que le pacte vert est plutôt un paquet de textes qu'un pacte sur lequel tout a été décidé à l'avance avec une cohérence incroyable. Déjà, le pacte vert, ça représente environ 70 textes, il y en a que 40 qui ont été votés. En fait, l'idée du pacte vert, c'est, en tout cas du pacte en général, c'est assez classique pour essayer de rendre un truc un peu sexy, un peu vendable, mais en pratique, ça a quand même été pas mal du cas par cas. D'ailleurs, un exemple plus proche de cette campagne, la candidate macroniste a proposé récemment un pacte bleu, qui d'ailleurs rappelle étrangement, alors attention, un pacte bleu, l'enjeu des océans, aussi dans la lutte contre le réchauffement climatique, pour la biodiversité, etc. C'est intéressant. Mais ça rappelle aussi étrangement une série
série que tu as peut-être déjà vue qui s'appelle Parlement sur France Télé. Non, mais tu m'en as parlé, mais j'ai pas regardé encore. C'est pas trop mal foutu. Moi, j'y suis allé un petit peu à reculons, mais c'est pas trop mal foutu. Si je peux faire une reco avant les recos, mais qui explique justement brillamment à un moment donné que le Parlement européen n'a pas l'initiative des lois, donc ils font un petit peu ce qu'ils peuvent pour essayer de vendre les trucs qu'on leur envoie, et que d'essayer de faire un pacte, c'est peut-être aussi une façon de vendre. Voilà, c'est vrai que c'est un argument marketing pour essayer de colorer un truc, de donner une espèce de cohérence à une proposition, en tout cas à une série de propositions de textes. Bien évidemment dans la série c'est complètement caricaturé, et c'est d'ailleurs aussi l'actrice, en tout cas la comédienne qui joue une candidate macroniste qui reprend ce truc-là. Donc effectivement, je suis pas sûr que la référence soit particulièrement heureuse. Alors après les promesses marketing, il faut qu'on fasse une petite analyse quand même. Qu'est-ce qui est fait au niveau du Green New Deal et de tout ce qu'on avait pacté, on va dire, entre les différents partis? Oui, alors ce paquet de textes, si je mettais en avant le côté paquet, c'est parce que les textes sont votés au cas par cas, donc tout n'est pas sûr de passer, mais il y a quand même au départ une espèce de cohérence, et donc on va commencer par ce qui a été fait, on va regarder un petit peu le verre à moitié plein. Il y a d'abord la loi climat. C'est des objectifs assez ambitieux de réduction des gaz à effet de serre quand même, avec un objectif de moins 55% des émissions à horizon 2030, mais aussi une cible de faire moins 90% des émissions d'ici à 2040 et d'atteindre la neutralité des émissions carbone d'ici à 2050. Donc ça, c'est vraiment la loi climat qui détermine ces objectifs, et ça, c'est passé. On a eu aussi en vrac, encore une fois, je serai pas exhaustif, mais dans ce qu'on a beaucoup entendu, la fin de la vente des voitures thermiques en Europe d'ici à 2035. Donc là, on voit aussi que c'est pas forcément tout de suite, donc ça peut aussi être détricoté d'ici là, gageons. C'est ce que j'étais en train de me dire, est-ce que c'est pas déjà en train d'être détricoté ou en tout cas prolongé Alors c'est là, c'est vrai que c'est un bon exemple. Dans l'ensemble, il y a la fin de la vente des voitures thermiques, mais il y a eu quelques exceptions, notamment je crois que l'Allemagne et l'Italie avaient poussé pour que les voitures de luxe soient exemptées ou un truc comme ça. Bon, ce qui est aussi un bon exemple de ce qui est terrible, parce qu'en fait, on voit aussi la façon dont la droite et le Parlement européen vont gérer ces idées-là. C'est finalement, et puis aussi le Conseil européen, parce que là j'ai parlé de l'Italie et de l'Allemagne, c'est finalement d'une transition à deux vitesses, où en fait monsieur et madame tout le monde va devoir faire la transition de sa voiture thermique vers une voiture électrique. Bon, et in fine c'est plutôt heureux, parce qu'il y a un sujet de la voiture thermique, mais par contre les voitures de luxe seront exemptées, donc il y a quand même une injustice, et on va voir aussi que l'autre problème, mais on l'a souligné dès le début, c'est l'acceptabilité sociale de certaines de ces lois. Si on fait pas de social, d'autant plus. Et là je pense que c'est peut-être un exemple peut-être un peu plus anecdotique, mais un bon exemple quand même. Ouais. En vrac aussi, on a évidemment, si on doit réduire les gaz à effet de serre, on doit du coup passer aussi à du renouvelable. Donc l'idée, c'est que d'ici à 2030, on passe à 42,5% de renouvelables dans le mix énergétique européen. Donc ça, il y aura encore du boulot, notamment en France. C'est des textes aussi qui vont au-delà de la simple problématique de la trajectoire de température climatique, mais qui vont aussi toucher un petit peu, par exemple, à la nature et la biodiversité, notamment un texte qui s'appelle La restauration de la nature, qui fixe comme objectif de restaurer au moins 20% des terres et des mers de l'Union européenne d'ici à 2030, là où une logique plus productiviste a quand même encouragé, et ça on en avait parlé aussi dans l'épisode avec le PIB, mais aussi l'épisode sur la décroissance, à construire des parkings et à artificialiser les sols, et bien évidemment ça c'est un vrai problème. On le voit notamment non seulement pour le côté lutte contre le réchauffement climatique et laisser la nature reprendre ses droits, mais derrière aussi pour tous les soucis que ça pose par rapport aux inondations, où on voit de plus en plus de zones inondables parce que on a complètement fait les cons avec les sols. Et puis j'en citerai une dernière, c'est et pas des moindres, c'est la reconnaissance de l'écocide qui est passé au Parlement européen et au Conseil. Donc les États ont 2 ans pour implémenter ça dans le droit national. Donc l'écocide, c'est quoi ? C'est la destruction ou l'endommagement irrémédiable d'un écosystème par un facteur anthropique. Alors, un facteur anthropique, c'est-à-dire par l'activité humaine, tout simplement. Donc par exemple les marées noires, la déforestation des forêts tropicales, etc. Pourront donc être poursuivis judiciairement, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, je terminerai quand même pour parler chiffres. Après tout, on est dans l'Econocast. Tout d'abord, pour se fixer un peu les idées dans l'Union européenne, il faut savoir que le budget d'argent public, qui est mis sur la table tous les ans, c'est environ 1,2% du PIB de la région, donc de la production annuelle. Ça représente pas forcément grand-chose. Ça fait 170 milliards pour 2023. Voilà. À l'échelle de 400 millions d'habitants, ça fait pas grand-chose. En comparaison, le budget de l'État français, c'est entre 45 et 50%
du PIB français. Donc on est vraiment sur peanuts avec le 1,2% de la région. Et donc en gros, ça fait environ 1200 milliards d'euros sur une période de 7 ans, parce que c'est sur des périodes de 7 ans que sont votés les budgets européens. Donc c'est pas énorme comme budget frais d'argent public. Évidemment, après, il peut y avoir des possibilités de mobiliser aussi l'argent privé. Mais en gros, sur ce budget qui est pas énorme, 13% du budget normal est alloué à des propositions plutôt liées à la transition écologique. Donc voilà, ça fait 13% de 1,2% du PIB de la région. Autant dire que c'est pas grand-chose. Malheureusement ou heureusement, il y a eu un budget exceptionnel suite à la crise Covid, ce qui s'est appelé le Next Generation EU. Mais en tout cas, avant ça, c'était vraiment ce qu'on appelle le plan de relance européen, donc qui ajoute 800 milliards d'euros aux 1200 milliards d'euros du budget classique. Donc on est sur presque 2 trillions. Et sur ce budget exceptionnel, donc ces 800 milliards, il y a 30% du budget qui est ciblé sur les questions climat et transition écologique, et 10% qui est aussi ciblé sur les questions de biodiversité. Donc là, c'est déjà un petit peu plus vertueux. Alors ça, c'est pour les trucs qui marchent, en tout cas qui marchouillent, on va dire. Il y a des choses qui traînent aussi. Oui, déjà une approche en silo, oui, évidemment, comme c'est un paquet au cas par cas où les différents partis, encore une fois, la droite est majoritaire, l'extrême droite a le vent en poupe, donc des fois ça passe, des fois ça passe pas, donc une approche en silo qui est un peu regrettable. Pour ne citer qu'un seul exemple, on peut parler des règles budgétaires. Donc les règles budgétaires, elles sont, je pense, assez connues en Europe, ces fameux critères de Maastricht, donc le fait que le déficit public d'un pays ne peut pas dépasser les 3%, que le total de la dette publique d'un pays ne peut pas dépasser les 60%, etc. Bon, ces règles budgétaires, déjà, moi le premier, elles sont critiquées par pas mal de monde, elles sont un peu anachroniques, mais surtout elles ont été suspendues pendant la crise Covid, et puis il y avait pas mal d'argumentation pour dire si elles doivent être réintroduites, ça doit être de manière un peu diluée, voire complètement mis à jour avec une autre boussole, avec aussi faire attention sur le fait que ces règles budgétaires encouragent la diminution de la dépense publique coûte que coûte, et donc évidemment ça peut avoir un coût sur l'investissement public dans les énergies vertes, mais aussi tout simplement sur les politiques sociales. Et donc ce texte est revenu notamment à l'initiative évidemment des conservateurs de droite, des libéraux, des macronistes, mais aussi avec les sociodémocrates du Parti socialiste. Donc ça c'est aussi un point qui est intéressant, parce que ça va évidemment impacter la capacité de financement public de cette transition écologique et des politiques sociales aussi nécessaires et sous-jacentes. Mais on s'est jamais posé la question de savoir si c'était cohérent aussi avec la loi climat, le Fit for 55 et ce pacte vert dont on avait quand même fait l'annonce. C'est encore une fois cette approche très en silo qui fait que finalement l'alpha et l'oméga de la politique publique avec ces règles budgétaires, ça va être la recherche de la croissance potentielle et de la diminution des déficits, et du coup rien pour le climat, pour la diminution des gaz à effet de serre ou de la trajectoire de température. Donc c'est un peu bizarre d'un côté d'annoncer comme ça ce Green Deal et tous ces grands objectifs, et de l'autre côté de pas du tout remplacer la boussole, voire même de reprendre une boussole qui a déjà 30 ans et qui est critiquée de toutes parts. Dans ces histoires de boussole, il y en a une autre qui a pas bougé, c'est aussi ce besoin de absolu en Europe de faire des accords de libre-échange, et donc d'aller encourager parfois du commerce très très loin. Alors il y a forcément de bonnes choses à garder, mais bien évidemment derrière ça, il y a aussi parfois une course au moins 10 ans sur les normes environnementales, et puis évidemment le coût écologique de ce transport, bien évidemment, tout en restant un petit peu sur cette idée aussi d'énergie fossile en fait, de problème de ce qui pollue, l'absence d'une véritable taxonomie brune qui nous permettrait vraiment de définir et de pénaliser ce qui nous nuit, et pas juste chercher à ajouter finalement des financements verts tout en gardant le reste égal par ailleurs. J'ai un bon exemple par rapport à ça, c'est que l'an passé en Europe, il y a eu environ 360 milliards d'euros qui sont partis dans la subvention des énergies fossiles. Donc, un peu paradoxal. Voilà, c'est ça. Donc tu peux pas donner d'un côté des dizaines de milliards pour encourager des énergies propres, des énergies renouvelables, tout en continuant à dépenser un pognon de dingue dans des énergies qui sont... Donc là, je parle même pas de mettre une taxe carbone, ouais, c'est ça, mais carrément de mettre des subventions publiques sur ces trucs-là. Évidemment, tant qu'on continue à faire ça, c'est un non-sens économique et un non-sens écologique, bien sûr.
De manière plus globale, il y a aussi une question, voilà, je le disais en début d'émission, d'acceptabilité, hein, c'est-à-dire que bon, il y a des contraintes qui sont nécessaires, hein, probablement prendre un peu moins l'avion, ce genre de choses, mais ne pas oublier que même si c'est pas très populaire ces derniers temps, voilà, la vraie contrainte, c'est aussi l'absence de contrainte. Hein. C'est le fait que si on ne fait rien, on ne pourra peut-être plus s'assurer. Hein, il y a un gros problème de financement des assurances, de pas savoir se loger correctement avec les problèmes d'inondation, de sécheresse, de canicule, pas savoir ce qu'on bouffe. Donc voilà, la vraie contrainte parfois c'est aussi l'absence de contraintes en ce qui concerne. Et pour rendre ces contraintes plus acceptables, bien sûr, c'est le volet social, le fait de redistribuer un petit peu plus et de manière un peu plus égalitaire pour que ce ne soit pas les plus faibles finalement sur lesquels repose tout l'effort de cette transition qui effectivement passera aussi par une augmentation des coûts de certaines pratiques qui nous nuisent, ça c'est sûr. Alors on parlait en début d'émission, il y a eu la crise des agriculteurs, enfin il y a toujours la crise des agriculteurs d'ailleurs. Est-ce que ça met des bâtons dans les roues du Green Deal? Ouais, en tout cas ça a été très médiatisé et puis ça a créé un mauvais précédent parce que alors derrière il y a évidemment effectivement de la part de la Commission européenne et de l'Union européenne en général de nouvelles normes un petit peu plus contraignantes pour l'agriculture, mais bon encore une fois ça fait partie de ce qu'on mange, mais aussi on sait que l'agro-industrie pollue pas mal, donc il y a un sujet, comme il y a un sujet transport, il y a aussi un sujet agriculture et alimentation. Et face à la gronde des agriculteurs, qui est bien évidemment compréhensible, parce que derrière, on n'a pas remis en cause la notion de marché, et donc le fait que les agriculteurs étaient déjà dans une situation sociale, en tout cas pour les petits agriculteurs, assez problématique, poussée aussi derrière par l'agro-industrie qui prend quand même la part essentielle des profits là-dedans. Donc il n'y avait pas de discussion de redistribution juste de la rémunération, et donc certains agriculteurs se sont retrouvés avec de nouvelles contraintes et se sont dit bah voilà, là on n'en peut plus. Et effectivement, c'était compréhensible, donc par manque, voilà, de volet social, de redistribution sur ces contraintes ajoutées. Mais là où ça a créé un mauvais précédent, c'est que du coup, face à cette mobilisation agricole, il y a eu un gros retour en arrière tout de suite. Donc là aussi, on revient sur la logique de paquet, un petit peu parfois sans cohérence. Donc notamment l'abandon de la jachère ou l'abandon de la rotation des cultures, l'abandon du retour de certaines haies, des choses qui étaient quand même assez positives pour ce qu'on mange et pour préserver nos sols et la biodiversité. Donc il va falloir quand même qu'on s'y mette et qu'on y mette les moyens. Je pense que les agriculteurs ne voulaient pas forcément revenir là-dessus, mais voulaient qu'on puisse les accompagner à le faire, ce qui aurait été probablement une meilleure façon d'en sortir par le haut. Par contre, en effet, voilà, ça donne cette impression de stop ou encore, s'il y a des mobilisations contre le Green Deal, la Commission a donné l'impression de dire bon ok, on arrête, on peut faire pause. Il y a un autre exemple aussi que je pourrais donner, c'est sur le devoir de vigilance, un texte qui est passé récemment au Parlement européen, mais dans une version un peu light. Donc le devoir de vigilance, c'est un truc qui impose aux entreprises d'évaluer et d'empêcher, d'atténuer les impacts des activités sur les droits humains et sur l'environnement, sur toute la chaîne de production. Donc ça peut être aussi pratique à l'étranger, sur des grosses entreprises comme Zara, comme Total, etc. Et ce devoir de vigilance est passé méric-rac et avec des reculs importants, notamment l'exclusion du secteur financier. Donc les banques sont tranquilles, alors que c'est quand même là qu'est le nerf de la guerre. Et la réduction en fait du champ d'application du texte aux plus grandes entreprises. Donc le texte devait s'appliquer à 16 000 entreprises et il ne s'appliquera plus qu'à 5 000 entreprises. Donc c'est là qu'on voit le risque par rapport au sens du vent. On voit très bien que il y a eu un effet de mode en 2019 suite aux marches pour le climat, et même si c'est la droite qui est passée au Parlement européen, elle s'est un petit peu repeinte en vert le temps que ça dure. On voit comme ce pacte vert qui est passé qu'à moitié est déjà un petit peu en train d'être détricoté et qu'on va s'en sortir par le bas plutôt que par le haut. Je rentrerai pas dans les détails. Bien évidemment, la politique, ça passe aussi par les lobbies. C'est pas qu'une question d'élection. Et donc, ça vous surprendra pas de savoir que le contexte est différent qu'en 2019. En 2019, les taux étaient bas. On reparlait pas de déficit budgétaire trop. La croissance était correcte. Entre-temps, voilà, on a eu évidemment le retour de l'inflation. Les taux ont augmenté, les déficits également. Donc, il y a une espèce de retour de bâton économique. Et là où en 2019, les gens n'avaient pas trop à dire sur le besoin de transition écologique et donc de ce Green Deal, effectivement, là, pour 2024, ce qui se prépare, c'est la revanche des industriels, et notamment voilà le lobby de la chimie, parce qu'on parle beaucoup de lobby, évidemment, dans la bulle bruxelloise. Ça ne vous étonnera pas de savoir que les plus grands industriels, accoquinés, bien sûr, avec la droite, préparent déjà un industrial deal. Et en fait, la feuille de route qu'on voit pour 2024 jusqu'en 2029 au Parlement, au niveau du Conseil européen, c'est plutôt de repartir sur l'histoire de croissance et de possibilité de déréguler aussi certaines instances, notamment chimiques.
plutôt que d'en sortir par le haut avec des contraintes environnementales là-dessus. Donc voilà, c'est un petit peu la revanche du business qui risque un petit peu de teinter ces prochaines années. Mais plus que jamais, allez voter donc. Oui, voilà, c'est ça. Évidemment, ces personnes-là votent, ces personnes-là sont impliquées, donc je dirais, ne vous faites pas voler l'élection, votez pour qui vous voulez, en connaissance de cause, mais allez voter. Et c'est la fin de ce 16e épisode de l'Econocast sur le Green Deal. On espère qu'on vous en aura appris un peu plus sur le sujet. Sinon, n'hésitez pas à venir poser vos questions dans les forums de Geekzone. On remercie les abonnés Patreon sans qui tout cela ne serait pas possible. Patreon.com/geekzonefr. Il y aura bien évidemment des recommandations de lecture concernant ce sujet dans les forums, justement, dans le biais qui accompagne ce podcast. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'Econocast. Merci pour tout, Michael. Merci à toi, merci à tous. Bisous. Un podcast signé Faskill. Faskill.com. Torréfaction, c'est votre rendez-vous hebdomadaire sur geekzone.fr avec une sélection de l'actualité proposée par Caféine et Faskill. Gaming, culture, software et tech, on fait le tri dans les news de la semaine pour vous proposer un récap digeste d'une demi-heure, histoire de ne rien louper des infos essentielles. Torréfaction, c'est votre rendez-vous avec l'actu geek tous les vendredis matins à 8h sur geekzone.fr.